Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Ousmane Diaye, TV5 Monde, Sébastien Hervieux, Courrier International et Nadir Djenad de l'agence Reuters pour parler de Vincent Bolloré, l'homme d'affaires français mis en examen par la justice française pour corruption en Afrique de l'Ouest, une affaire présumée de promotion électorale d'un côté contre des concessions portuaires de l'autre. Et puis de Madagascar où l'opposition est vent debout contre le projet de nouveau code électoral. Puissant, influent et redoutable homme d'affaires, Vincent Bolloré a donc été mis en examen. La justice française le soupçonne avec 2 membres de son groupe de corruption en Afrique de l'Ouest. Tout de suite le résumé de Narikaline Lopi de TV5 Monde. Il est l'un des hommes les plus riches de France. Vincent Bolloré gère des activités dans le transport, le secteur agricole et les médias. En Afrique, son groupe est tentaculaire, présent dans 46 pays. Il contrôle évidemment des ports, mais il a aussi 3 concessions ferroviaires au Bénin, en Cameroun et en Côte d'Ivoire. Il a aussi à peu près 136 000 hectares de plantations qu'il ne contrôle pas directement, mais des plantations qui sont contrôlées par un groupe dont il est actionnaire, c'est le groupe Socfin. Ça en fait un empire industriel et financier qui n'a pas d'égal sur le continent africain. Un empire jalousement protégé par l'homme d'affaires français. Le groupe Bolloré Africa Logistique est incontournable en Afrique de l'Ouest. Il gère directement les terminaux de 10 ports de la région, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire ou encore au Togo. Ces 2 infrastructures font l'objet d'une enquête pour corruption autour de leur attribution. Au fil des années, le PDG est parvenu à se tisser un maillage panafricain important. Il investit jusqu'à 250 millions d'euros par an sur le continent. Bolloré, champion des transports, il gère notamment les lignes de chemin de fer au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Il s'impose aussi dans le secteur des médias avec Canal+ Afrique et détient des parts dans des sociétés agricoles. L'Afrique, une poule aux œufs d'or pour l'entrepreneur breton avec 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Vincent Bolloré s'est fait un solide carnet d'adresses dans les hautes sphères de la politique africaine. Il est proche des présidents Alassane Ouattara, Paul Biya ou encore Alpha Condé, un réseau qu'il est soupçonné d'avoir mis au service de ses affaires. Voilà Ousmane Diaye, Vincent Bolloré, concessionnaire de 16 ports en Afrique, dont 10 en Afrique de l'Ouest, soupçonné de pratiques en eau trouble. Les 2 juges d'instruction, Aude Burézy et Serge Tournaire, qui ont déjà mis en examen d'ailleurs Nicolas Sarkozy, l'ont donc mis en examen entre autres pour corruption et abus de confiance, ce qui se traduit en gros par des échanges présumés de bons procédés, une campagne de com électorale par Havas, l'agence de pub qui appartient à Bolloré, en faveur des dirigeants guinéens et togolais contre les concessions des ports de Conakry et de Lomé. Bref, et le groupe Bolloré qui réagit après cette mise en examen de son patron en disant « Attention, il faut respecter la présomption d'innocence ». Bien sûr, il est présumé innocent, ça, il n'y a pas de doute. Mais quand vous lisez les accusations, ce qu'on lui reproche, on a l'impression que c'est le retour du temps béni des colonies. Vous savez, ce temps-là, où il y avait de grandes familles, de grandes dynasties familiales, notamment au Sénégal, comme Morel et Prom, qui contrôlaient tout. Celle qui régentait, qui était la CFAO, qui était dans une sorte de collusion obscène, où à la limite, le gouverneur n'était que le maillon faible à leur solde, parce que contre espèces sonnantes et trébuchantes, contre moyens économiques, voilà, on passait des deals tacites et on régnait sur des pays, sur un empire colonial. Donc on parle beaucoup d'empire Bolloré. Parfois, moi j'ai envie de dire, quand vous voyez ce qu'il contrôle, quand vous voyez la puissance de son empire dans carré colonial, on a l'impression que c'est une forme, à la limite, de post-colonialisme économique. Alors, ça, c'est, je dirais, votre point de vue sur Bolloré et son groupe et ses activités en Afrique, point de vue d'ailleurs partagé par beaucoup d'observateurs. Cela étant, est-ce que véritablement Havas, la campagne menée par Havas en faveur de Faure Gnassingbé et de Alpha Condé a vraiment permis leur élection ou leur reconduction à la tête du pays? Bien sûr, il fallait voir ces 2 campagnes, les moyens mis en œuvre et comparer
aux moyens de communication qu'avaient leurs adversaires. On est dans un contexte en Afrique où quand même, en termes de communication, c'est assez verrouillé. L'audiovisuel public et les télévisions publiques sont au service du président candidat sortant, tout le monde le sait. Vous regardez la télévision guinéenne tous les soirs, à l'ouverture du journal, c'est Alpha Condé. Donc non seulement il y a quelque part les moyens de l'État, et vous avez l'un des plus grands groupes de communication au monde, une machine de guerre, et à côté avec des candidats qui n'ont même pas de quoi faire le tour du pays. Bien sûr que ça a été décisif. Bien sûr que n'eût été, à mon avis, ces soutiens, n'eût été cette machine de guerre, peut-être ils auraient peut-être pas gagné, ou bien ils auraient gagné plus difficilement. Nadir. Oui, je me souviens de l'ancien président François Hollande qui disait vouloir mettre fin à la France-Afrique. Là, j'ai l'impression que ce sont plutôt les juges parisiens Tournaire qui vont mettre un coup d'arrêt à la France-Afrique. Cela dit, d'ailleurs, les procès des biens mal acquis procèdent peut-être... Non, pour revenir, c'est que là, on a vraiment le sentiment que ces juges veulent vraiment mettre sur la table en fait toute une série de pratiques, notamment ces relations un peu troubles entre grands dirigeants, hommes d'affaires et puis responsables politiques, parce qu'il faut quand même noter que c'est quand même rarissime qu'un capitaine d'industrie, de surcroît milliardaire, se retrouve aujourd'hui mis en accusation avec des chefs d'accusation qui sont quand même assez graves. Hein. C'est vrai qu'il y a la présomption d'innocence, mais si... C'est en gros ni plus ni moins qu'une ingérence présumée de Vincent Bolloré dans les affaires politiques intérieures de ces deux pays. D'un pays. Mais je crois que ce qui est reproché, c'est pas le fait que le groupe, qu'Havas promulgue des conseils à des dirigeants politiques, c'est ce qui se passe en échange. C'est-à-dire que non seulement ces conseils ont été sous-facturés, mais qu'en échange, les dirigeants politiques auraient attribué des concessions portuaires, alors que déjà, il y avait d'autres entreprises qui avaient déjà obtenu ces concessions. Donc c'est ce que reproche la justice. Et moi, je dirais que cette affaire, non seulement c'est un coup de tonnerre pour le groupe Bolloré, mais d'une certaine façon aussi, ça éclabousse un petit peu les chefs d'État concernés. Parce qu'on a vu déjà qu'il y a des voix qui s'élèvent, notamment au Togo et en Guinée, en demandant la transparence sur des commissions d'enquête, comment d'obtenir toute la transparence concernant l'attribution de ces concessions. Et puis, on a vu que la présidence de la République de Guinée a tout de suite réagi, ce qui n'est pas le cas du Togo, en disant que le groupe Bolloré a obtenu ses concessions de manière totalement transparente suite à un appel d'offres. D'ailleurs, le ministre guinéen de la Justice va plus loin et se propose de coopérer avec la justice française dans cette affaire. Mais ces liens jugés délictueux entre Vincent Bolloré et certains dirigeants africains, c'est quand même réputé, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, Sébastien. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette affaire Bolloré, tout d'un coup, on a des éléments concrets, mais la France-Afrique dont on parlait tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on en parle. Et en fait, je pense que ce qui est en jeu, c'est comment on fait des affaires en Afrique. On est un grand groupe occidental, français. Et en fait, Vincent Bolloré, il a fait un peu comme tout le monde. Il arrive dans les années 80, il rachète une filiale du groupe Suez, qui est déjà bien implantée. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il a besoin de quoi pour faire des affaires sur ce continent, d'après ce qu'il pense et comment ça se fait ? Du cash et des contacts. Et des relais politiques. Donc il faut qu'il s'organise un réseau qui l'aide à avoir accès à tous les dirigeants, en tout cas les futurs aussi dirigeants des pays. Et à partir de là, il a recruté à droite à gauche, dans des anciens des diplomates. On a Michel Roussin, qui est quand même un cas emblématique, recruté en 1999. Ancien ministre de la coopération, ex-numéro 2 des services secrets, qui est l'un des hommes de main de Vincent Bolloré, qui l'a introduit, voilà. Et c'est ça, peut-être, si un jour il y a un procès, c'est peut-être ça qui sera aussi jugé. Ce sont là les acteurs de la France-Afrique, Ousmane Diaye. Oui, et puis Bolloré, en faisant ça, il s'est inscrit dans une tradition bien française solide. Rappelons-nous, Elf au Congo, l'Issouba, finance la campagne, contre quoi ? Je pense qu'il y a une vraie culture des grandes entreprises françaises, des grands groupes français, de l'ingérence politique comme stratégie de conquête. Alors ça suppose, Ousmane Diaye, le soutien finalement des hauts dirigeants français également. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on peut dire que dans l'affaire Bolloré, dans sa conquête des marchés africains, des ports africains, est-ce qu'il n'aurait pas finalement bénéficié là aussi de coups de pouce d'un Nicolas Sarkozy ou d'un François Hollande ? Ce qui a été écrit par certains auteurs, hein. Bon, ça a été dit, ce qu'il faut savoir dans cette affaire, avant que la justice française se réveille,
un peu tard, peut-être, sans doute. Jamais tard, les sociétés civiles africaines, autant à Conakry, autant au Togo, que les oppositions africaines ont dénoncé l'absence de transparence, ont dénoncé les méthodes. Au Sénégal, même chose. Quand le port, dans l'affaire du port où Bolloré était acteur, des journalistes locaux, la presse locale a fait des enquêtes. Donc voilà, ça fait un certain nombre d'années où un certain nombre de choses sont reprochées à Bolloré. Mais le port de Dakar avait été attribué aussi à Dubaï dans des conditions très opaques, à l'époque, par Wade, père et fils. Oui, bien sûr, mais l'opacité des dirigeants africains ne doit pas rendre impuni l'opacité des grands groupes. Autant les systèmes judiciaires ici s'intéressent à la vie politique française quand il y a soupçon de corruption, autant ils doivent être intransigeants. Parfois, on a l'impression, avec la justice française, que tout ce qui se passe en Afrique, grosso modo, c'est en Afrique. Le système de corruption généralisé, etc. On s'affranchit des règles. Alors qu'on sait très bien que justement, est-ce que cette affaire aujourd'hui en Guinée pourrait être jugée ou pourrait arriver devant la justice? A priori non. Et c'est rare les systèmes judiciaires en Afrique qui peuvent le faire. Et moi je pense à l'Afrique du Sud en ce moment, où il va y avoir le procès sans doute de l'ex-président Jacob Zuma. Et Jacob Zuma dans cette histoire n'est pas seul sur cette affaire d'achat et de vente d'armes dans les années 90 par des grands groupes internationaux. Et il y avait une filiale du groupe Thales qui, elle, va se retrouver aussi devant les tribunaux sud-africains. C'est ça. Et quand on parlait tout à l'heure d'héritage et de tradition, on l'est à ce niveau-là aussi. Nadir ? Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est comment, par exemple, font d'autres chefs d'entreprise, à la fois français, de grands groupes, mais aussi des patrons de petites PME. Est-ce qu'il y a vraiment une tradition de faire des affaires en Afrique de cette manière-là, c'est-à-dire en privilégiant le réseau, les relations. Aussi, comment font, par exemple, les Chinois, comment font les Turcs. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui a mis aussi la puce à l'oreille aux enquêteurs, c'est que depuis plusieurs mois, quand même, Vincent Bolloré n'hésite pas à critiquer et aussi à faire des procès contre plusieurs journalistes qui ont sorti des médias concernant, par exemple, notamment France Télévisions, mais aussi d'autres, Mediapart, qui est enquêtrice à Mediapart. Exactement. Donc, le fait que Vincent Bolloré, c'est mon point de vue, traîne en justice plusieurs médias, je pense qu'aussi ça a incité les juges à creuser et essayer de voir effectivement ce qu'il en est. Alors, l'opposition, et c'est ce qui est normal, on l'a dit, au Togo et en Guinée, tente de surfer sur cette affaire. En tout cas, en Guinée-Conakry, le ministre de la Justice, je le disais il y a quelques instants, se propose de coopérer avec la justice française dans cette affaire. Est-ce que c'est la bonne réponse, Ousmane Diaye ? Bien sûr, je pense qu'il faut qu'il coopère. Après, étant donné que le président guinéen est mis en cause, voilà, ça, pas par la justice française, pour l'instant, c'est Vincent Bolloré. Il est cité dans ces affaires-là. Donc je ne sais pas si la justice guinéenne aura les coups des franches pour transmettre tout. C'est une question que je me pose. Par contre, je ne suis pas sûr que les oppositions surfent. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, pendant longtemps, les oppositions ont dénoncé, ils étaient inaudibles ici, en fait. Ça n'intéressait personne. Je me souviens, l'opposition a dénoncé les conditions d'attribution, l'absence de transparence. Donc, de toute façon, dans la stratégie de ces grands groupes, on voit clairement qu'il y a une volonté de lobbying politique. C'est pas pour rien que Areva, tous ces grands groupes ont recruté d'anciens ministres. Bien sûr. Faut voir qui est dans le top management d'anciens ministres le politique, impliqués dans la France-Afrique. Politique et business sont indissociables en Afrique, quoi. Oui, ça fonctionne ensemble. Et on pense aussi à toute la stratégie. Là, on est en France et il y a une question de contrôle aussi des médias qui en parlent. Dès qu'on veut parler de ces affaires-là, on se rappelle notamment de la catastrophe ferroviaire au Cameroun, 79 morts. Voilà, on en a peu parlé. Aussi d'un film de promotion à la gloire de Fornia Simbe sur Canal+, qui avait fait grand bruit en 2017. Avec le reportage sur l'opposition togolaise qui a été critiqué juste avant. Voilà. RFI, TV5 Monde, et l'on passe à notre deuxième sujet, Madagascar et le nouveau code électoral contesté par l'opposition dans la rue depuis près d'une semaine. La situation, hier jeudi, à Tananarive, la capitale, dans ce résumé de Malik Mikta de TV5 Monde. En Tananarive, la place du 13 mai, bastion de l'opposition, se remplit. Les manifestations ont pris une nouvelle tournure. On y réclame désormais le départ du président.
Sur les banderoles des 2000 manifestants, on peut lire des Razzo dégage, stop à la corruption ou encore Razzo a du sang sur les mains. Sur l'estrade, les députés de l'opposition haranguent les manifestants. Depuis le début du mois, elles dénoncent les nouvelles lois électorales qu'elles jugent favorables au seul gouvernement. Les députés et les manifestants ont pris la direction de la Haute Cour constitutionnelle. Le but, y déposer une requête pour la déchéance du chef de l'État. L'opposition a d'ailleurs été dans l'obligation d'appeler au calme. En cause, un communiqué émanant du ministère de la Défense. Il autorise les forces de l'ordre à tirer sur la foule en cas de débordement. 10 minutes plus tard, les députés sortent de la HCC sous les acclamations des manifestants. À la main, un document tamponné attestant de la bonne réception de la demande de déchéance. Nous restons pour le moment dans le cadre légal, dans le cadre constitutionnel, pour demander la déchéance du président de la République, notamment, au motif principalement, pour la non-mise en place de la haute cour de justice prévue dans la Constitution. Une victoire pour l'opposition qui ne signe pour autant pas la fin des protestations. Les députés ont donné rendez-vous aux manifestants place du 13 mai pour une nouvelle journée d'action. Voilà, les partisans des ex-présidents Marc Ravalomanan et Andry Rajoelina mobilisés dans la rue en Antananarive. Le pic de cette mobilisation avec des violences, c'était samedi dernier. D'ailleurs, c'était le premier jour de cette mobilisation contre la loi électorale. La Haute Cour constitutionnelle devait statuer depuis hier jeudi sur ce texte pour savoir s'il est valide ou non. Et au moment où nous enregistrons Afrique Presse, on n'a toujours pas la réponse de la haute juridiction. En tous les cas, voilà, ce que craignent à la fois les Malgaches dans leur grande majorité, Ousmane Diaye, ainsi que l'Union africaine, voire la SADC, c'est d'être confrontés à une Xème crise politique majeure à Madagascar. Oui, bien sûr. On est déjà en crise, à mon avis. Majeure. C'est-à-dire oui, voilà, on est... comme la dernière qui était partie de 2009 quasiment à 2013. Là, dans ces conditions, on est à 6 mois de l'élection. Je ne vois pas comment on va l'organiser. Si on ne tombe pas d'accord si tout le monde campe sur les règles. Ses positions. Après, il y a encore une chose qui devient quasi risible et scandaleux en Afrique. Encore un chef d'État en exercice qui veut changer les règles du jeu à 6 mois des élections. Mais pourquoi on change les règles à 6 mois des élections? S'il voulait vraiment assainir la vie politique, il avait combien d'années pour le faire? Il avait combien de temps pour le faire? Pourquoi est-il obligé de le changer en période de pré-campagne électorale? Alors, il y a quand même un aspect moral. Enfin, il y a un aspect moral qu'on ne peut pas ignorer dans cette affaire Nadir, c'est que, en gros, si cette loi électorale passe, ni Rajoelina, qui avait pris le pouvoir par la rue, et donc qui a exercé le pouvoir de manière illégitime, ni lui, ni Marc Ravalomanan, qui traîne des casseroles avec une gouvernance très douteuse, etc., ne pourront pas se porter candidat. Est-ce que moralement, ça ne se justifie pas? Écoutez, d'autant plus que toutes ces personnes n'ont aucune popularité aujourd'hui à Madagascar. L'exécutif actuel traîne des casseroles aussi. Exactement, l'exécutif traîne des casseroles. Et ce qui est vraiment dramatique dans cette affaire, que c'est une bataille pour le pouvoir, parce qu'effectivement, ce que prévoit cette loi électorale, un des aspects de cette loi, c'est l'inéligibilité des candidats à la présidence qui ont déjà été condamnés. C'est qui le cas de Marc Ravalomanan. Et donc, ce que reproche l'opposition, effectivement, c'est que cette loi électorale favorise le président. Que quelqu'un qui a été condamné pénalement ne puisse pas briguer la magistrature suprême. On n'est pas dans une organisation démocratique, une démocratie particulière, parce que ces trois personnages veulent tous avoir le pouvoir pour eux. Donc on a le président en place qui s'arrange pour avoir des lois qui lui assurent une reconduction au pouvoir. On a les deux anciens prédécesseurs qui n'ont toujours pas digéré d'avoir été virés Manu Militari en 2002 et en 2009. Ou par les urnes, en 2013. Donc on a à la fois ça qui joue avec des intérêts très personnels et en même temps on a une population, des gens sur place me racontaient toute une série de choses, c'est que il y a une vraie frustration des Malgaches. C'est-à-dire que ça n'a pas été difficile de mobiliser ces gens. Sans doute que Marc Ravalomanan et Andry Rajoelina se sont mis d'accord un peu en amont pour dire il va falloir le faire tomber à un moment ou un autre. Mais en même temps, ça se repose sur une frustration. Le prix de l'électricité a augmenté, le prix de l'eau a augmenté, le taxi a augmenté. Et donc, on peut mobiliser ces gens. Et pour la première fois, on a vu, ce qu'on me disait, des gens de la classe moyenne dans les manifestations. Ce qui était avant pas le cas, plutôt des gens des bas quartiers, pauvres. Et ça, c'est une différence. Effectivement, ce qui est dramatique, et je poursuis mon propos
de tout à l'heure, c'est que à la fois, quand on observe un petit peu aujourd'hui la lutte pour le pouvoir, on a deux anciens ennemis, à la fois Ravalomanana et Andry Rajoelina, qui étaient ennemis auparavant et aujourd'hui qui sont des alliés de circonstance et qui surfent sur le mécontentement de la population, effectivement, parce que c'est vrai, comme vous le disiez, la pauvreté augmente dans le pays et il y a une élite politique qui s'est accaparé les richesses depuis très longtemps, ça date pas de ces dernières années, qui s'est accaparé les richesses et qui aujourd'hui ne veut qu'une chose, c'est que la situation économique et sociale s'améliore, et on a les hommes politiques qui, dans une lutte de pouvoir, surfent sur le mécontentement de cette population. Ousmane Diaye. Et puis, soyons clairs, pour moi, la question posée, c'est pas celle de la moralisation de la vie publique. Tout le monde est d'accord, et je pense qu'à Madagascar, c'est une urgence. Donc moi, je pense qu'un candidat déjà condamné, ce serait normal qu'il ne se représente pas. Mais il y a un contexte sur cette question-là à Madagascar aujourd'hui. On est dans quel contexte? On est dans un contexte où le gouvernement est frappé de scandales. On n'a pas eu de procès judiciaire. Cette loi et ce code électoral a été adopté en payant certains députés. Oui, c'est ça que j'allais dire. On a vu l'enquête de Midi Madagascar qui épingle certains députés de la majorité. Il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de volonté d'assainissement. Et puis n'oublions pas le contexte. La justice malgache est en crise. Les magistrats sont mis en grève, une grève très dure pour dénoncer les conditions, la corruption, les interventions de l'exécutif. Pour moi, quand on ne fait pas une loi pour régler cette question générale de l'impunité, cette question générale de l'assainissement, on veut juste faire une loi dont l'application vise Rajoelina et Ravalomanana dans un futur proche. Non, moi je pense que ce n'est pas une erreur tactique. Je pense que derrière cette volonté affichée d'assainissement de la vie politique, il y a un calcul politique immédiat. Je pense que l'élection s'avère compliquée pour le président actuel et en mettant... c'est un coup de main de la justice. OK, on regarde, ils ont été condamnés. Ah tiens, ça on peut les éliminer. Donc, on lance une loi. Ce qui se passe aujourd'hui, juste pour préciser, Sébastien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même tout ce que la communauté internationale a tenté d'éviter avant. On a forcé aussi, pour avoir des élections absolument fin 2013, en disant on va mettre de côté ceux qui sont déjà présentés, on va en mettre un nouveau. Et aujourd'hui, on a exactement les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'on n'a pas résolu sur le fond les questions, c'est-à-dire une consolidation de la démocratie et des contre-pouvoirs, une société civile. Donc c'est le tempo, c'est le timing en fait qui ne convient pas, Ousmane Diaye, en gros. C'est même plus compliqué que ça, parce que quand vous regardez l'histoire politique récente, ils se sont tous alliés, les trois. Le président actuel, Rajoelina, Ravalomanana. Ils sont tous à un moment donné, ils se sont alliés, et font des mésalliances. On change les têtes. Voilà, il y a une sorte de Dallas comme ça, quand on regarde des règlements de compte, on instrumentalise la justice, on instrumentalise le pouvoir, ce qui pose un problème très très clair. Pour moi, c'est un pays qui a une vraie crise de renouvellement de sa classe politique. Parce qu'on voit depuis quelques années, c'est les mêmes à tour de rôle. Alors justement, Nadir, dernière question. Est-ce que finalement Madagascar n'a toujours pas soldé l'héritage de Didier Ratsirac, qui a régné sur le pays de 1975-1993. Ensuite, il est revenu jusqu'en 2012. Mais c'est dire, lorsque ce pays était fermé, une sorte de Corée du Nord de l'Afrique. Effectivement, ça a eu des conséquences, parce que les mesures qui ont été adoptées à ce moment-là, aujourd'hui, ont un impact aujourd'hui. Des mesures sur l'éducation, sur le plan économique, sur la pauvreté, sur le plan judiciaire, sur la pauvreté. Effectivement, il y a des répercussions. On n'a pas soldé, comme vous dites, cette période-là. C'est inquiétant pour l'avenir, effectivement. C'est inquiétant. Et moi, je m'interroge aussi quand même sur le rôle de l'armée dans le pays. Qui, cette fois, veut se montrer neutre. Oui, l'armée a dit, un officiel a dit, c'est un problème politique, mais il faut le régler. Il faut le résoudre de manière politique. À bon entendeur, salut. Voilà, exactement. Il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. C'est la fin de cette émission. Merci Ousmane Diaye, Nadir Jenat, Sébastien Hervieux, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse et à la semaine prochaine.